Bonjour. On va faire une petite présentation. Merci à Hélène et à Colomba pour cette présentation. Alors, je vais faire un petit partage d'écran pour vous raconter de quoi on va vous parler. Alors, en ce qui me concerne, alors je suis photographe depuis 97 et je suis artiste en résidence à la Maison des Ados depuis 2016, où je développe pas mal d'ateliers par différents médiums, par la photographie et par l'image de façon générale. Ma vie d'avant, on va dire, c'était de travailler dans le tatouage, donc pour la presse spécialisée, mais aussi pour la presse d'information, donc Arte, Mediapart, ce genre de choses. Et je l'ai fait de 2005 jusqu'à 2016, ce qui m'a permis, sans le savoir, un petit peu aussi de documenter la démocratisation du tatouage. Et j'y ai notamment rencontré Lily lors d'une convention, donc avant l'ouverture du salon contraceptique. Donc on s'est un petit peu suivi avec le temps. Donc ça a permis aussi d'avoir un regard extérieur de ma part sur la démocratisation du tatouage et des modifications corporelles, hein, et d'avoir un regard aussi un petit peu plus extérieur avec Lily. Lily, tu me dis un petit mot sur Lily et Kevin Garcia qui est avec nous. Je passe la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis Lily, je suis gérante du salon contraceptique à Strasbourg depuis 2009. Donc, comme Dom a pu le dire, on a été un petit peu à une période un petit peu charnière au début de la démocratisation du tatouage et du piercing. Et, du coup, on est là un petit peu pour vous apporter ce qui a un petit peu changé. Également, la qu'on a des jeunes qui peuvent éventuellement fréquenter nos salons pour diverses raisons, diverses questions. Et voilà, je suis accompagnée de Kevin, qui est perceur professionnel également. Voilà, donc je tiens aussi à remercier la Maison des Adolescents pour la nouvelle invitation. Merci à Dom, merci à Hélène. Et je tiens aussi à vous souhaiter une bonne séance avec tout le monde. J'espère que vous apprendrez des choses. Kevin, tu veux... Ouais, merci beaucoup du coup pour l'invitation aussi. Moi, je m'appelle Kevin, donc je fais du piercing depuis 2011, après avoir passé du temps à rechercher sur le sujet un peu dans mon coin. Donc au fur et à mesure des années, j'ai pu travailler dans différents salons et puis voir différentes façons de travailler. Et donc, beaucoup de choses sont comprises par la suite. Donc, voilà, je suis là pour partager cette expérience avec vous et moi, ce que j'en ressors, quoi. Merci. On va peut-être commencer par une... Oui. Ah, pardon, vas-y. Oui, vous donnez un petit programme de... On va être ensemble normalement jusqu'à 17h. On va laisser aussi un petit peu de temps de respiration pour que vous puissiez poser des questions, vous exprimer. Donc, c'est Lily et Kevin qui vont commencer par un petit historique autour de la modification corporelle. J'enchaînerai sur l'historique et la démocratisation du tatouage en Occident et ailleurs. Et on fera une petite pause et derrière, il y aura une retour d'intervention de Lily et Kevin sur l'hygiène et la législation de façon un petit peu plus ouverte pour terminer avec Hélène qui nous parlera du tatouage chez les jeunes adultes suivi d'un échange et de débats. Voilà. Oui. Je vous parlerai. Et juste avant peut-être de commencer, je vous inviterai à couper vos micros, histoire qu'il n'y ait pas de bruit parasite.
et éventuellement même la vidéo pour ceux qui ont une connexion Internet un peu vacillante, je dirais. Voilà. Ok, donc nous, on va commencer par introduire peut-être ce qu'est le piercing et la modification corporelle. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Et puis faire une petite description de ce qui se passe dans des cultures éloignées, faire peut-être un parallèle avec ce qui se passe de nos jours. Dans un premier temps, je laisse la parole à Kevin et puis on aura une partie un petit peu plus spécifique sur la scarification, puisque c'est peut-être la modification lourde qui pourrait toucher plus les adolescents en tout cas. On commence par quelque chose qui touche, qui est un petit peu plus large, donc le piercing, et puis après on développera sur la scarification. Du coup, l'approche qu'on voulait amener n'était pas forcément de faire un historique bien précis des choses, plutôt dépeindre un tableau en fait, général de ce qu'est la modification corporelle et le piercing plus particulièrement. Je vois les notes en même temps. Qu'est-ce que le piercing? Qu'est-ce que la modification corporelle? Au sens large du terme, c'est modifier son apparence pour mieux s'accepter, ou en tout cas changer la façon dont on se perçoit ou la façon dont on est perçu en société ou avec d'autres. Ces modifications, elles peuvent être permanentes, elles peuvent être temporaires. Un piercing n'est pas forcément destiné à être gardé et à porter un bijou forcément dans tous les cas. Tout ce mélange de marquage en fait est vraiment très propre à chacun déjà. Du coup, les modifications, on les voit sous différentes formes. Là, ce qui nous intéresse ici, c'est à partir du moment où on passe la barrière du corps. En réalité, les marquages corporels, ils passent par différentes choses, par le style vestimentaire, par la façon de se colorer les cheveux, de se coiffer, etc. Ceci amène un certain rituel parfois chez les gens, occasionnel ou vraiment quotidien, on va dire. Ça peut être aussi quelque chose qui est plus ancré dans l'individu à partir du moment où ce sont des choses un petit peu plus permanentes, comme du tatouage, du piercing ou des modifications plus lourdes, par exemple, à partir du moment où l'individu, où ça fait, on va dire, partie de l'individu qui vit avec, et comment dire, ça fait partie de la nature de l'individu en fait. Voilà. Ouais. Pour la part du piercing, on peut avoir un piercing qui peut être à la fois temporaire et permanent, puisque du coup, le fait d'insérer un bijou dans un trou qu'on aura fait au préalable, ça peut se retirer très facilement, ou alors ça peut être permanent dans le sens où l'orifice est élargi, où on voit des déformations corporelles par exemple, notamment au niveau du labret par exemple, qu'on peut voir dans les cultures on va dire plus traditionnellement chez les Mursis par exemple, qui vont avoir un gros plateau et donc du coup il y aura une déformation de la lèvre. Nous on porte aussi des labrets avec Kevin, mais du coup ça déforme pas non plus extrêmement l'anatomie, bien qu'on touche quand même aux muscles, hein, donc du coup il y a quand même
quelque chose qui est permanent finalement. Il y aura une cicatrice permanente, un trou visible. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important de faire la distinction entre quelque chose qui peut être temporaire puis quelque chose qui peut être permanent. Le piercing est assez large. Voilà, il peut y avoir différents aspects. Du coup, peut-être qu'on peut montrer Ouais. Du coup, on a préparé un diaporama histoire d'illustrer un petit peu ce qu'on raconte. Alors, comment ça marche ça. Par contre, ça, c'est une autre histoire. On fait une petite pause, on découvre le partage sur Zoom. Partage écran. Hop. Je sais pas si ça s'affiche bien pour tout le monde. S'il y a un problème d'affichage, vous pouvez peut-être lancer des questions ou lever la main. Ou... Hélène, tu arrives à... bien. Non, Ok. C'est bon. Du coup, pour parler un petit peu des civilisations passées, anciennes, plus forcément aujourd'hui, le piercing était très présent de façon rituelle, pas forcément tout le temps pour y placer un bijou et le porter, etc. Mais seulement le fait de percer pour transmettre une énergie ou communiquer avec les dieux comme le faisaient les Mayas. Ici, on voit sur la représentation d'un livre sacré. Ça peut être juste le fait de percer une fois temporairement et de retirer, comme de percer et de faire une procession, de marcher comme il se passe au festival de Thaipusam, qui est réalisé dans différentes parties communautés hindoues, dont à La Réunion. Donc, c'est pas si loin que ça de nous en réalité. Ça va être en fait du piercing qui va être juste l'acte de percer. Un piercing, comme je l'expliquais, ça peut être quelque chose qu'on garde comme quelque chose qui permet juste de transpercer le corps et de façon temporaire. Donc là, on va juste percer, puis retirer par la suite. Ça laisse très peu de marques. Il y a par même un rapport avec le sang qui est un petit peu mystique, où on ne doit pas saigner, sinon ça tire de mauvais augure. Donc là, voilà, on le connaît sous cette forme-là et on le voit de façon un petit peu extravagante en image. Donc là, on peut peut-être parler aussi du cavadi, donc cette structure qui est maintenue justement par toute une série d'aiguilles. Et donc du coup, le fait qu'il y ait toute cette structure sur le corps, ça transperce pas forcément le corps, c'est des aiguilles qui sont posées à même le corps, et tout ça va faire tenir cette structure. Donc du coup, il y a une marche qui est organisée jusqu'au temple avec cette structure et avec des perçages donc dans les joues et dans la langue. C'est un acte de dévotion. C'est vraiment l'image de porter le fardeau sur ses épaules jusqu'au temple et puis montrer sa dévotion à certains dieux ou certaines croyances. Donc là, on le retire, mais parfois, et bien souvent, du coup, notamment maintenant, hein, comme on le voit la plupart du temps, le piercing va être plutôt permanent. Donc là, on va plutôt garder, y placer un bijou, y placer quelque chose qui a différentes valeurs. Et donc le faire cicatriser et le garder pour ne pas l'enlever, sauf si on veut un jour. D'autres photos du festival de Thaipusam. Voilà, donc ça marque vraiment de différentes. Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'histoire de classe sociale ou de rang. Voilà, autant les femmes, les hommes, tout le monde peut se faire percer, tout le monde peut être Acteur du festival. Acteur. Donc il n'y a pas de ségrégation par ici. Là.
Et puis donc chez certaines cultures, l'ornement est plutôt devenu permanent, marque un symbole de force ou de rapport à la nature, de comparaison. Souvent la force revient pour combattre, aller combattre le jaguar, aller combattre telle ou telle chose. Voilà, donc on modifie son corps aussi pour ça, et donc on y place des objets d'art, puisque c'est de l'art primitif d'aller tailler des éléments naturels pour en faire des bijoux. Voilà, donc le piercing part, comme on le connaît aujourd'hui, part de là à la base. Et ça peut être Comment aussi à plusieurs stades de la vie de la personne. Donc, il peut y avoir des ornements qui viennent au fur et à mesure du temps, donc, comme chez les Matisse ici, où finalement on a des démouches qui se localisent au niveau du nez. La première paire de démouches se fait à 8 ans, il me semble. Et puis, au fur et à mesure du temps, on va rajouter le septum, on va rajouter d'autres choses, d'autres ornements pour marquer des périodes de la vie. Voilà. Voilà, on a d'autres exemples. Donc bien sûr, selon, là aussi il y a quelque chose qui peut être expliqué, mais selon les parties du monde aussi, on a différents matériaux. Donc on peut y revenir un peu plus tard, mais en tout cas, il y a aussi un côté sacré dans les choses. Pourquoi utiliser, par exemple, de la pierre comme le jade chez les Mayas, ou utiliser de l'or, comme on peut le voir chez les Indiens qui se font percer la narine, etc. Donc là aussi, on a un caractère un peu sacré en fait du matériau en lui-même, de la pièce qu'on va fabriquer pour le piercing. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Là, on a un exemple donc, de labrets en or aztèque. Donc là, ce sont des labrets qui étaient élargis. Et l'ornement, donc celui-ci, devait être plutôt pour une cérémonie où on a quelque chose qui est quand même certainement assez lourd. Le labré, c'est le type de bijou qui est porté à la lèvre, en fait. Il y avait trois zones qui étaient vraiment percées de façon à y mettre des ornements. C'était les oreilles, donc les lobes d'oreilles, le septum, donc la cloison nasale, et puis le labré ici à la lèvre inférieure ou supérieure parfois. J'ai envie de dire que ça n'a pas trop changé maintenant. ça reste encore le cas culturellement. Yes. Voilà, donc là, on arrive sur les bijoux modernes. On utilise plusieurs matériaux actuellement, donc des bijoux en titanium qui peuvent être implantés sur pas mal de régions du corps, avec des diamètres différents également. Donc là, on a le simple perçage des lobes. On a un anneau en titane qui peut venir se poser sur le septum ou sur un hélix, sur une oreille. Et puis des bijoux en borosilicate. Donc c'est du verre, en fait, de la pâte de verre. Cette compagnie-là utilise fait tout à la main. Donc souvent, on chauffe le matériau au chalumeau. En tout cas, tous ces matériaux-là sont des matériaux biocompatibles, donc ils peuvent être mis directement à l'implantation. Et voilà. Ouais, ils sont associés, contrairement à ce qu'on peut voir avant, les images, voilà, les photos de bijoux qui peuvent être en argent ou en or, ou en matière organique comme de l'os, de la corne, du bois, toutes ces choses-là qui ont pour le coup un rapport avec la nature, un rapport avec quelque chose qui est sacré pour ces cultures-là.
chez nous maintenant, on est devenu un peu plus modernisé et médicalisé. Donc tous les bijoux qu'on va vous montrer, enfin qu'on vous a montré là sur cette dernière diapo, sont des bijoux qui correspondent à des standards d'implantation. Donc comme nous dans notre société, on peut l'espérer être demandé par les clients, quoi. Donc on n'a plus vraiment ce rapport à la nature. Parfois, si, puisqu'il existe encore des bijoux qui sont faits en bois et tout ça, mais ça a un peu moins d'importance maintenant, j'ai envie de dire, souvent. Oui, puis c'est surtout par rapport à la réussite d'un piercing. Ce qui va être important pour nous, c'est l'innocuité de l'acte. Voilà, au niveau de la cicatrisation, que tout se passe bien. Donc, utiliser des matériaux qui vont dans ce sens, quitte après à changer de matériaux avec des matériaux peut-être un peu plus poreux, notamment des matériaux organiques. Sur un piercing cicatrisé, ça a peu d'incidence si on veut bien. Bien sûr, il peut y avoir des problèmes de réaction allergique ou ce genre de choses. Mais en tout cas, au départ, on va favoriser des matériaux qui ont été testés, voilà, où on a en fait, c'est des matériaux qui sont sécurisés, qui ont des normes. Et c'est pour ça qu'on va choisir, qu'on va tendre sur ces matériaux-là. Du coup, il y avait aussi l'ornement et la scarification, du coup, ouais. Par la suite. Donc là, on a parlé du piercing comme ornement. Donc, en effet, le fait de transpercer le corps pour y mettre ou non un bijou, un ornement. Pareil, l'ornement peut être porté de façon temporaire. Par exemple, chez les Murcie, ils n'ont pas toute la journée le plateau à la lèvre. Ils le portent que à certains moments. C'est un petit peu le même cas aujourd'hui. Parfois, les gens se modifient leur apparence pour une soirée ou pour un moment de vie ou pour tous les jours. Ça dépend un petit peu de chacun. Mais en tout cas, ça vise toujours, je pense, de base à faire en sorte que la personne se sente bien en société et avec elle-même. Donc ensuite, on va parler un petit peu plus de scarification, donc là où il n'y a pas de bijoux. On ne rajoute rien. D'autres exemples de bijoux plus modernes. Donc, l'or revient beaucoup, peut-être pour son caractère aussi précieux ou rare. On peut peut-être se comparer maintenant dans notre société à des Mayas cherchant de l'or et voulant à tout prix le porter sur nous. Mais voilà, avec des petites pierres fines, naturelles. Là, c'est vraiment des bijoux qui sont fabriqués un petit peu plus de façon industrielle. C'est beaucoup moins au hasard, on va dire. Et du coup, on arrive dans la scarification. Alors, donc moi je reprends un peu, on va dire un petit peu pourquoi, enfin pas vraiment pourquoi, mais qu'est-ce que cette modification corporelle, qu'est-ce que la scarification? Du coup, la scarification, c'est l'acte de couper, d'inciser la peau pour laisser apparaître des motifs. Alors, pourquoi les gens se scarifient? Il peut y avoir énormément de raisons. D'ailleurs, même dans les scarifications les plus tribales, les motivations sont toutes différentes. Ça peut être une hiérarchisation au sein de la société, du groupe. Ça peut être aussi une marque d'identification pour mieux se reconnaître entre différents groupes, par exemple chez les nomades, où en fait on a certaines marques qui permettent d'identifier que telle marque va avec tel groupe. Voilà, comme ça on a tout de suite, on sait que la personne est de notre famille, ou en tout cas peut-être que c'est un cousin éloigné, ou voilà. Mais en tout cas, il y a cette marque-là qui est présente pour s'identifier. Il y a aussi d'autres motivations qui sont purement esthétiques aussi, puisque
la scarification plutôt tribale et plutôt accomplie sur des personnes de peau noire, étant donné que le tatou se voit forcément un peu moins. Du coup, le fait qu'on puisse avoir des motifs en relief et jouer un petit peu avec ce côté un peu 3 dimensions, c'était beaucoup plus intéressant, certainement, au départ, de pouvoir mieux identifier les choses que d'avoir du tatouage, bien que la scarification frottée existe aussi. Donc du coup, là, il s'agit de faire une incision et puis de mettre de l'encre dedans, par exemple. Mais c'est un petit peu moins vu. En tout cas, c'est pas franchement le sujet là dans le thème même de la scarification. Voilà, en tout cas, donc il y a différentes motivations et pourquoi le point central, c'est de mieux s'identifier, de mieux s'approprier son corps. Donc, on a une sensation physique, on a une douleur, on a quelque chose, un souci d'appartenance aussi, qui va nous pousser à nous dépasser pour faire partie d'un groupe finalement. Voilà. Donc voilà, il y a aussi d'autres motivations, comme par exemple des scarifications guérisseuses ou ce genre de choses. Donc ça existe aussi. On voit que soit ça peut être ritualisé, donc les scarifications, elles peuvent être ritualisées comme ce qu'on peut voir là sur les photos, avec une scarification qui est présente en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, où là, donc, tout un groupe d'hommes va se scarifier à la manière de la peau de crocodile pour mieux affronter finalement le danger sur les eaux après pour la pêche. Et donc du coup, donc, ce sont des scarifications qui se font en groupe. Ça va durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est une certaine solidarité, un esprit communautaire que je n'ai pas souligné là sur photo, mais en tout cas, si on regarde bien, là, on a un homme qui est sur un autre homme. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le cas ici, mais normalement, ça se réalise plutôt au pot à pot. Donc, pour vraiment une cohésion, un soutien aussi psychologique et vraiment prendre part à ce rituel, en fait. Voilà. Donc, ici, on a une scarification qui se pratique en Afrique de l'Ouest. Alors soit c'est chez les enfants, soit ça peut être un petit peu plus vieux aussi, ou carrément passer la majorité. En tout cas, ce qui est intéressant de noter ici, c'est que pareil, on a un rituel où on va vraiment allonger donc là la personne sur même le sol. On va préparer un endroit pour qu'il se sente bien. Et puis, du coup, il y a quand même toute une petite cérémonie qui est mise en œuvre pour marquer l'événement, quoi. Voilà. Alors du coup, on va arriver un petit peu plus sur les scarifications modernes, qu'on pourrait appeler plutôt néo-tribales finalement. Donc du coup, les scarifications plus actuelles, elles sont arrivées courant des années 90. Donc là, on a clairement repris tout ce qui s'est passé, un peu toutes les inspirations qu'on peut avoir dans les cultures plus éloignées. On a repris les mêmes codes finalement, et puis on se les est réappropriés finalement. Donc là, on voit une scarification par exemple qui est inspirée des scarifications mayas. Donc il s'avère aussi que cette personne est mexicaine, donc du coup j'imagine que ça fait référence à tout un tas de choses. On a aussi le body hacking, où en tout cas on essayait de revenir sur des codes un petit peu plus, comment dire, on s'est servi des lignes du corps pour se réapproprier des motifs tribaux. Voilà, donc un petit peu néo-tribaux, donc se les réapproprier dans nos cultures à nous. Et puis on a aussi vu l'apparition donc des scarifications dites plus contemporaines,
où on voit justement, on a testé des choses pour voir où était la limite de la peau aussi. Donc ici, on a une scarification en pointillisme dans un tatouage. Donc ça combine plusieurs techniques. D'abord un cover ou en tout cas un tattoo black. Qui peut être un recouvrement ou non. Et puis ensuite, on vient retirer des petites parcelles de peau pour laisser entrevoir du blanc à l'intérieur. On a des designs inspirés de l'Art Nouveau. On peut avoir des choses un petit peu plus ornementales. Soit la personne donc, va venir avec un dessin qu'elle veut retravailler, soit en fait, elle laisse libre cours à l'imagination de la personne qui va scarifier. Voilà un petit peu ce qu'on entend par scarification, en tout cas dans le contexte actuel. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a emprunté quand même pas mal de codes aux civilisations, enfin, en tout cas aux ethnies. Soit ça se réalise toujours en Afrique, bien que la scarification tende à disparaître, puisque pour des raisons de législation, il y a certains pays d'Afrique qui interdisent maintenant la scarification. Voilà, on voit quand même toujours certaines parties du globe qui continuent à scarifier de manière traditionnelle, mais il y a aussi en Europe, aux États-Unis, en Asie également, des personnes, ce qu'on appelle des scarifieurs finalement, qui vont du coup proposer des motifs voilà, à se scarifier à même la peau. Voilà. Donc ensuite vient la question de pourquoi on se modifie aujourd'hui. Donc du coup, tu veux peut-être reprendre un peu la parole. Je peux. Pourquoi on se modifie aujourd'hui? Pourquoi on se perce ou on se scarifie? Je dirais que principalement, c'est pour des raisons qui sont esthétiques ou d'appartenance. Ça peut être l'appartenance à un groupe ou ça peut être le fait de voir son corps s'appartenir à soi. Ça vient, tout ça, je pense, contrairement à ce qu'on peut voir dans les photos qui ont été passées, dans toutes ces scarifications un peu primitives, ces rituels organisés depuis la nuit des temps. La différence qu'on a, nous, dans notre société, c'est qu'on a vraiment l'individualisation d'une personne où elle ne fait pas forcément partie d'un groupe, où on veut faire partie d'une société, d'un pays, d'une famille, etc. Mais on ne va pas forcément faire partie d'un groupe qui a des pratiques religieuses ou des croyances vraiment partagées avec un grand nombre de personnes. Donc, de mon sens, on se retrouve un petit peu à devoir chercher par nous-mêmes quel est le sens de tout ça. Alors, du coup, ça arrive souvent à la puberté, justement. L'adolescent ou le préado va voir son corps changer. On va avoir envie de peut-être reprendre le contrôle sur celui-ci. Il ne comprend pas trop. Alors, du coup, il y a des nouvelles sensations qui arrivent. Le fait de transgresser un petit peu les règles, d'aller au-delà de ce qu'on a pu entendre parfois dans notre jeunesse ou depuis toujours, qu'il ne faut pas se faire de mal, il ne faut pas se faire de piercing, il ne faut pas ci et ça. Ça amène bien souvent à l'inverse, en fait, à l'expérimentation. Parce que, pourquoi est-ce que ce serait interdit puisque c'est là à disposition. Donc, Tu peux peut-être enchaîner, du coup. Ouais, on enchaîne peut-être, introduire ça. Je sais pas.
sais pas ce qu'il y a à la fin. Je sais Attends. Du coup, après c'est d'autres choses. Est-ce qu'on peut peut-être rajouter des choses là-dessus? Rajouter non, parce que terminé. j'ai dit la Ouais, moitié c'est tout. en fait. Je regarde vite fait si on n'a pas oublié des choses. Oui, donc là, on en vient à la question de la place du rituel, peut-être aujourd'hui, par rapport à ces marques corporelles. Quel est le sens finalement de ce passage, de ce rituel dans les cultures actuelles finalement? Comment on peut lire ça? Ça, j'ai déjà dit. Ouais. Bon, on peut enchaîner sur ça sinon. Ouais, mais ça on a tout dit. Hein. Souvent, le passage du rituel, il est aussi là pour, chez certaines personnes, il va y avoir un avant et un après. Ça, c'est indéniable. Donc, du coup, il peut y avoir tout ce stress de ce passage. Et puis après, on va pouvoir passer cette limite du corps physique pour arriver à un état peut-être plus psychique. Ouais, en passant par le corps physique, on arrive à ce côté plus serein peut-être, ou en tout cas un état changeant du psyché. On a vraiment aujourd'hui, je pense, la peur qui est présente. Alors, le fait d'aller au-delà de la peur, ça peut être la peur de traverser la barrière du corps, ça peut être la peur de la vue du sang, ça peut être la peur du regard des autres ou de ses parents ou du jugement en tout cas. Ces choses-là sont présentes aujourd'hui. Euh, parce que le fait de modifier son corps ou en tout cas de transgresser cette barrière-là a été instauré principalement par rapport à notre religion ici, qui est le christianisme. Toutes les cultures qui se sont vues interdites de faire des scarifications, de faire quoi que ce soit sur son corps ou de perpétuer une tradition qui est là depuis longtemps. Toutes ces interdictions ont été instaurées par l'Église qui est arrivée dans ces régions-là. Alors nous, comme on a grandi dans ce mode de société-là, on se retrouve avec chacun qui a une liberté individuelle, qui a le droit de faire ce qu'il veut, plus ou moins, mais toujours sur de vieux principes qui ne correspondent pas forcément à tout le monde. Du coup, l'individu va parfois avoir ce côté rituel. Je pense que le rituel est vraiment présent dans beaucoup de cas. Qu'ils soient conscientisés ou non d'ailleurs. Hein. Bien sûr, oui. Souvent, les gens ne savent pas franchement ce qu'ils attendent réellement. En tout cas, ce qu'ils veulent, c'est dépasser quelque chose. On remarque ouais, ils ont envie de... Alors, c'est pas réellement transgresser, c'est plus un acte de dépassement de soi, de dépassement d'une sensation, de dépassement d'idées reçues peut-être, de se faire quelque chose dans sa tête, alors que finalement, ils se rendent compte après qu'il y a peut-être un certain bien-être à arriver à accomplir quelque chose. Le rituel prend de la place dans certaines cultures parce qu'il amène à un état modifié de conscience ou un état en tout cas qui est apaisé par la suite. On le fait pas sans raison juste parce qu'on s'ennuie, mais parce que par la suite on espère que les choses qui vont arriver vont être meilleures, qu'on va se sentir mieux ou en tout cas
en tout cas amener de meilleures énergies dans notre vie. Je pense que chez un jeune aujourd'hui qui va le faire, que ce soit dans une boutique de piercing ou que ce soit chez lui tout seul avec les quelques tutoriels qu'il aura trouvés sur Internet, c'est peut-être plus ou moins dangereux, mais en tout cas, il a cette recherche-là de vouloir quelque chose de mieux, de transformer le présent en quelque chose de plus positif par la suite. Le fait qu'on ait ce manque en fait de cohésion dans une communauté fait que on se retrouve, enfin en tout cas le jeune qui pratique ça de son côté, on va plutôt se retrouver dans l'expérimentation, et l'expérimentation peut être plus ou moins bonne du coup. Le côté ritualisant des choses est beaucoup plus positif quand il est accompagné de différentes personnes ou d'un esprit de groupe que quand il est réalisé seul dans son coin. Et voilà. Alors parfois, du coup, il y a la peur après de l'exposer, la peur d'en parler, la peur de dire pleinement ce qu'on aime, parce que un petit peu tout est tabou. On a le droit de faire ce qu'on veut avec nous-mêmes, mais pas trop non plus si ça dénote, si ça déroge à la règle. Donc ouais, je pense que c'est important en tout cas pour les jeunes aujourd'hui, de se sentir écoutés et vraiment qu'on s'intéresse en fait à leur motivation, à pourquoi ils sont là, plutôt que directement dépeindre différentes catégories et de les placer dans des cases. Ça peut qu'amener qu'un effet positif, je pense, et une meilleure libération de soi. Hein. La personne va peut-être être plus amenée à discuter d'elle-même, comprendre quelles sont ses motivations ou s'interroger sur sa propre personne aussi, si elle ne se sent pas jugée derrière. En tout cas, tant qu'il y a de la parole. Tant qu'il y a de la parole. D'être en lien quand même. Bien sûr. Parler. Peut-être parler du coup du rituel après, tu vois. Du coup, lors d'un rituel, donc là on a pris un exemple qui est donc la marche sur le feu. Donc c'est un rituel qui se passe en Espagne, mais aussi dans plein d'autres régions du globe. On a un monsieur qui s'appelle Dimitri, je ne sais plus comment. Xigalatas, quelque chose Xigalatas, comme ça. voilà, qui a étudié un niveau de stress engendré par un rituel. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que avant le rituel, donc finalement le stress est mesurable. Donc, comment il a fait ça? Alors, c'est deux choses différentes. Hein. Là, il a pris des gens, il les a mis dans une situation de stress qui est donc de parler en société. Voilà. Je mets ça en parallèle avec la marche sur le feu parce que c'est un rituel où on peut appliquer cette chose-là. Ça a été aussi mesuré sur la marche en action. Donc du coup, avant, on a une personne plutôt calme, avec un rythme cardiaque plutôt régulier. Ce qu'on constate pendant le rituel, c'est qu'il va y avoir une augmentation du rythme cardiaque, donc du stress, avec un gros pic et un petit pic sur la fin. Ensuite, du coup, l'après, on a un retour à la normale qui s'effectue progressivement, donc avec au départ des petites accélérations et puis après quelque chose qui redevient normal. Donc voilà, donc là c'est bien pour montrer qu'on peut voir qu'un rituel engendre du stress et qu'après on a une certaine sérénité qui se dégage, finalement un retour à la normale, voire plus quelque chose de positif où le rythme cardiaque redevient quand même quelque chose de plus serein, plus calme. Cette courbe peut même être mesurée chez les participants et les non-participants au rituel, hein, quel qu'il soit.
Si on prend une personne qui effectue le rituel comme on a pu voir tout à l'heure à Thaipusam, donc ce festival où tout le monde marche avec le kabaddi donc sur les épaules, etc. Que ce soit les personnes qui participent activement au rituel ou les personnes qui regardent, chacun va vivre la même chose, le même rythme cardiaque, les mêmes sentiments. Enfin, on va avoir exactement la même courbe qui s'opère. Ça montre que dès lors que quelque chose est réalisé sur le corps, on traverse une barrière physique qui amène dans quelque chose de plus mystique ou de plus invisible, on va dire, moins palpable. C'est pour ça que ça a été que le piercing, en tout cas, ou le rituel, ou en tout cas, comme on l'entend là sur le corps, a été pratiqué depuis toujours par les communautés et les cultures, parce que c'est religieusement inscrit chez eux de pouvoir communiquer avec les dieux ou de passer dans un autre état pour ça. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu différent parce que la plupart des personnes ne se posent pas la question. En fait, on le fait parce qu'on a envie d'un piercing et pas pour autre chose. Mais en réalité, c'est ce qui se passe quand une personne vient donc se faire percer. Elle va venir peut-être super motivée, mais aussi super stressée. Et juste avant le perçage, ce rythme cardiaque va s'accélérer pour ensuite laisser place à un état de bien-être. Alors après, on n'est pas avec eux pendant une semaine pour voir ce qui se passe. Mais en tout cas, la personne, quand elle ressort, est complètement différente de quand elle rentre dans la boutique. Et il y a cet état d'accomplissement qui est là. Majoritairement, ouais, la plupart du temps. Après, il peut y avoir des différences puisque ces passages-là, tout le monde n'est pas réceptif de la même façon. Donc, effectivement, le non palpable, le côté un petit peu plus mystique, certaines personnes n'y sont pas vraiment sensibles. Donc, du coup, il peut y avoir différentes motivations. Il y a aussi des personnes qui viennent juste pour avoir un ornement. Donc, ils font appel à un professionnel qui va essayer de limiter la douleur de toute façon avec des techniques bien spécifiques. Et donc du coup de là, soit on attend un résultat juste esthétique, soit on attend aussi, ou on s'y attend pas forcément, ça peut être totalement inconscient, mais se dire ouais, on se sent bien après l'acte, il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit, et qui sont des choses qui sont plutôt positives. Ouais. Voilà, donc pour nous, on a terminé notre partie, donc on va laisser la parole à Dom, je crois. Merci Lily, merci Kevin. Alors, je vais passer moi sur mon petit diaporama. Ce que je vous propose, c'est regarder si vous aviez des questions, genre de choses, n'hésitez pas à les noter euh, dans la, dans la conversation en bas, et puis on se prend un petit temps d'échange derrière. Euh, sur l'historique du tatouage, mais il y a beaucoup de choses qui vont faire écho en fait à ce qu'ont évoqué Lily et Kevin. Notamment sur les rituels, sur les usages, sur le fait de l'appartenance à un groupe ethnique. Je pense que passer par ces historiques, c'est aussi important pour savoir qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans le tatouage contemporain, et spécialement chez les adolescents qui aujourd'hui vont faire de la modification corporelle, que ce soit du piercing ou du tatouage. Moi, je vais faire une présentation vraiment des origines et surtout les usages, parce que les usages qu'on a fait, de passer du décoratif, de l'ornemental en fait au punitif, et savoir qu'est-ce qui est resté aujourd'hui dans nos cultures contemporaines, c'est plutôt intéressant. Et aussi un petit regard contemporain, mais hors Occident, puisqu'on a un regard très, très occidental. Mais il y a plein d'usages justement de l'ordre initiatique qui sont encore présents ou même sacrés dans certains.
dans certaines cultures. Sur les origines, le tatouage et les modifications corporelles, c'est vraiment une histoire multimillénaire. On a une apparition aussi qui est un petit peu partout, hein. On en trouve en Afrique, chez les Pics, chez les Celtes, chez les Égyptiens, chez les Polynésiens, chez les Berbères. On a vraiment une pratique attestée depuis le Paléolithique moyen, c'est-à-dire 40 000 ans avant Jésus-Christ, selon pas mal d'archéologues. Et on peut, sans trop s'avancer, dire que la modification corporelle est aussi vieille que l'humanité. Les premières traces qu'on a, c'est vraiment dans les Alpes de Lausanne en Italie en 91. C'est la momie Ozzy, ou aussi Hibernatus, qu'on retrouve avec 61 marques. Alors, je ne parle pas de tatouage, on parle pas, bon, en 91 on parlait de tatouage, mais là on parle encore de marques. 3300 avant Jésus-Christ, supposés thérapeutiques ou religieux, servant vraiment à individualiser et se distinguer. Ce que je vous disais avant, c'est vraiment l'évolution en fait justement de ces marques qui va être intéressante. Et là, on arrive au 12e et du 12e au 15e siècle, où on parle de marques. C'était un tatouage qui était contraint sur des parties visibles. C'était souvent une sanction ou un symbole de propriété. Donc ça pourrait être le nom du maître pour les esclaves, le nom du général pour les soldats. Sur l'épaule des criminels, on va retrouver généralement la fleur de lys, souvent accompagnée d'initiales du délit, comme V pour vol par exemple. D'ailleurs, on le retrouve pas mal dans la littérature, chez Jean Valjean et chez les artistes en marge. Au Japon, on oscille entre le décoratif et le punitif. Il aurait été pratiqué déjà depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ par le peuple Aïnou. C'est le premier peuple qui a été installé au Japon. Donc l'objectif est social et décoratif, même si cette version est souvent réfutée par rapport à la section pénale, où on va retrouver souvent des tatouages du bras ou du visage, où on va lire le mot chien ou mauvais, en fait, qui était, voilà, vraiment cet aspect punitif. C'est vraiment entre 300, au moins 300 et 300 Jésus-Christ, qui ont le rôle décoratif d'appartenance à un clan ou un corps de métier va être présent. Il reste assez marginal chez les femmes et purement décoratif. Généralement, ça va être les contours de la bouche. C'est vraiment à partir de l'an 300 que le tatouage rebascule vers une connotation négative dédiée aux brigands et aux prostituées. Tout ça est parti d'une loi qui visait à tatouer les condamnés, sachant que cette sanction remplace l'amputation du nez et des oreilles. Et on va rester en fait là-dessus jusqu'à 1868. C'est vraiment à partir du 18e que l'aspect 17e l'aspect décoratif va revenir. Et ça va être aussi un recouvrement pour cacher ces marques, pour que ce soit de nouveau socialement acceptable. Donc, c'est en 1827, c'est un graveur sur bois qui s'appelle Utagawa Kinuyoshi qui crée des œuvres avec des héros hors la loi. Tatoués, les gens se font tatouer ces héros pour obtenir leurs caractéristiques. C'est la naissance de l'irezumi, littéralement l'insertion d'encre, qui va être le plus proche de ce qu'on trouve du tatouage moderne aujourd'hui. C'est réaliser une technique qui s'appelle le tebori. Donc c'est une technique qui est longue et qui coûte cher. En gros, c'est de l'encre qui est insérée entre le derme et l'épiderme par une tige en métal qui est encore utilisée aujourd'hui. Souvent, les zones visibles restent vierges. Là, on peut le voir sur le personnage. C'est que l'usage, c'est que comme il est très associé à la mafia, encore aujourd'hui, on doit pouvoir le cacher facilement. Donc, ce qu'on appelle un bodysuit, c'est ce que vous avez un peu à droite, ça va être finalement quelque chose qui va faire comme une chemise, comme un peignoir qu'on va pouvoir un petit peu cacher. L'exportation du tatouage va vraiment se faire à partir de 1769. C'est le capitaine James Cook
découvre en Polynésie ces personnes tatouées. Donc, c'est la naissance du tato, qui signifie marquer, dessiner ou frapper. On parle à tort de tatouage polynésien, parce que le tatouage polynésien, en fait, va regrouper vraiment différentes formes, qui va être le polynésien, le samoa, le marquisien, qui vont avoir des usages assez différents. Ça va être souvent des histoires de caste et de famille. Euh, les marrants, on va y venir tout à l'heure, vont permettre un petit peu d'exporter, de faire découvrir ces pratiques-là qui étaient quand même relativement inconnues, en dehors du Japon et du marquage punitif, quoi. Euh, Ce qui a été assez dur, et ce qu'on va retrouver un petit peu plus tard, c'est que les colons et les missionnaires sont également arrivés, avec cette exploration du Nouveau Monde. Et il y a une vraie rupture, en fait, des structures locales et des croyances, hein, puisque les missionnaires demandent aux Polynésiens de cacher justement ces marques. Et on arrive vraiment vers des crises identitaires. Et on a vraiment perdu pendant un peu plus de 100 ans euh, tous les, euh, toutes les significations. C'était très très riche, en fait, et très détaillé. Et on a un petit peu tout perdu. C'est vraiment un explorateur et un anthropologue, Carl von Einsteinen, un Allemand, à la fin du 19e, qui a pu créer un catalogue avec 400 schémas qui ont été un petit peu recomposés. Euh, mais c'est vraiment parce que dans certains foyers océaniens, la pratique a été quand même préservée, mais de façon totalement illégale, hein, jusqu'à la fin des années 70, pour retrouver un petit peu tout ça. Donc, quelques motifs. J'en parlais lors du reportage. C'est vrai qu'en Polynésie, il y a vraiment un retour aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, de cette identité du tatouage. Mais on a perdu beaucoup, beaucoup de signification. C'est vraiment un puzzle qui est incomplet. Euh, j'ai fait mon premier tatouage, mon premier reportage, en fait, en Polynésie en 2016. Ce qui était assez intéressant, c'est que c'est beaucoup l'Office du tourisme polynésien qui m'a invité, et qui avait invité beaucoup d'acteurs de la presse, spécialisés ou non d'ailleurs, qui voulaient montrer euh, justement la diversité du tatouage, mais aussi parce que c'est quelque chose qui génère beaucoup de tourisme, le tatouage en Polynésie. Si vous prenez un avion pour aller en Polynésie, vous allez trouver sur les écrans des documentaires assez détaillés sur cette culture-là, et c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la vie, quoi, là-bas. Il y a même un projet gouvernemental dirigé de création d'écoles du tatouage, mais plus basé autour de la culture que autour vraiment de la pratique, dans ce sens-là, quoi. Donc finalement, tout ce que la religion, comme l'abordait un peu Lily et Kevin dans la première partie, il y a cette réappropriation, cette fierté, en fait, du retour du tatouage, quoi. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans un deuxième reportage que j'avais fait. C'était sur les tribus Iban à Bornéo. Et ça a été vraiment une répétition un peu plus récente de l'histoire. Pour situer ce que sont, en fait, les tribus Iban, c'est vraiment initialement des peuples de pirates et de chasseurs de têtes. Mais c'est des chasseurs-cueilleurs, des bûcherons, des voyageurs. Ils vivent en communauté dans des longhouses. C'est quasiment impossible d'y aller par des routes, dû euh, au glissement de terrain très fréquent. Euh, en, à Bornéo, donc on dénombre 25 familles, et le nom du village, c'est le patronyme du chef du village, quoi.
Pour les hommes, là, c'est vraiment un voyage initiatique, c'est-à-dire qu'ils se font tatouer à partir de l'âge de 10 ans. Ce qu'on appelle des Bunkai-Terung, c'est c'est inspiré de fleurs d'aubergine locale, c'est ce qu'on trouve sur les épaules, sur le personnage à droite, hein, qui symbolise en fait le passage de l'âge adulte et le départ pour son voyage d'homme. Sur les épaules, c'est parce que c'est là que passent les lanières en fait, qui vont aller de village en village en fait pour acquérir des connaissances. Et pendant des années, ils passent de langhouse en langhouse pour offrir leur aide dans les tâches quotidiennes, affiner leurs connaissances et écouter les anciens. Chaque étape, ça va être un nouveau tatouage. Et donc, plus l'homme collectionne les tatouages, plus il devient désirable aux yeux des femmes de la communauté, car il symbolise en fait tous les obstacles qui ont été surmontés et la richesse accumulée. Euh, c'est aussi des interprétations libres de la nature et des échos aux croyances spirituelles. Euh, donc là c'est pareil, ils ont 2000. Alors c'est beaucoup plus récent, c'est 2005 en fait que la région est arrivée et les missionnaires ont demandé en fait à ces tribus de jeter un petit peu tout leur tous leurs reliques, leurs allumettes, ce qui a créé beaucoup de gens sont tombés malades, puisque c'est vraiment toute une culture qui a été difficile. À ça, c'est ajouté aussi toute la guerre pour l'huile de palme et la mondialisation qui a créé beaucoup de dégâts. Mais il y a beaucoup de jeunes générations qui œuvrent justement pour retrouver un petit peu tout ça, quoi. Le personnage que vous avez à gauche, c'est un tatoueur suisse qui s'appelle Philippe Leu, qui est un des grands ponts du tatouage contemporain, qui a aussi beaucoup contribué à l'exportation contemporaine du tatouage. Donc là, ce qu'il a sur la gorge, c'est un scorpion, la symbolisation d'un scorpion, qui est un tatouage guerrier qui protégeait des lames de l'ennemi. Parce que souvent, les Iban aussi ont les cheveux longs derrière pour pas se faire trancher la tête, hein. Petit passage en Thaïlande. Donc là, on va parler vraiment de tatouage sacré, ce qu'on appelle le sakyant, qui est un mélange de tapé et de prière religieuse, qui est censé apporter les bienfaits spirituels et magiques. C'est un mélange de bouddhisme, d'animisme et d'hindouisme. On va le retrouver dans la culture thaï et dans la culture hindoue aussi. C'est une démarche spirituelle très puissante. Il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a 10 à 20% de la population qui ont des sakyans, donc des tatouages sacrés, et qui sont quasiment jamais arborés en public. Ça va être dans un temple. Il y a plusieurs temples. Un des plus connus va être le Wat Bang Phra, en fait, qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Bangkok. Une vingtaine de temples, hein, au total en Thaïlande. Donc là, c'est des milliers de personnes qui viennent s'y faire tatouer. Et c'est des communautés qui sont quand même relativement préservées du tourisme de masse. Euh, les motifs initialement sont sur bois ou cousus sur des vêtements en signe de reconnaissance et de puissance. Mais souvent, en fait, dans les armées, comme la perte était récurrente, ben, finalement, c'était des motifs qui devenaient tatoués, quoi. Chaque motif va revêt un pouvoir particulier. Ça va aller de l'accroissement de la virilité à l'immunité contre les balles. C'est des préceptes seulement du bouddhisme. Et chaque personne qui va être tatouée va être liée à vie à leur maître, ce qu'on appelle les ajarnes. C'est les Karen dans le nord de la Thaïlande, dans la lutte contre l'armée birmane qui arborait encore plus récemment des tatouages talismans qui devaient arrêter les balles de l'adversaire, quoi. Le tatouage peut être aussi politique, hein. Alors ça, c'est un reportage que j'ai fait en 2013 en Turquie, pour vous donner un petit peu le contexte. C'est la Turquie est secouée par une mobilisation sans précédent. C'est les plus grandes manifestations de l'histoire de la Turquie moderne, près de la place Taksim. C'était l'un des points centraux de la capitale. Il y avait un grand parc, qui était le parc Gezi, qui était menacé par un nouveau projet de centre commercial. Donc il y a eu beaucoup de rencontres au parc, des débats, des bibliothèques, des performances artistiques.
Mais ça ressemblait un petit peu aux Nuits debout il y a quelques années chez nous, quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des évacuations du parc extrêmement violentes en fait par les forces armées, alimentées aussi par la réaction du président Erdogan qui a traité les manifestants de sapoucous, de voyous. Le mouvement s'est mué en révolte contre le gouvernement islamo-conservateur de l'AKP. Et le mouvement écolo s'est transformé en combat politique pour dénoncer les abus et les dérives politiques. Donc il y a eu beaucoup de réactions sous forme de films, de t-shirts, de tags, de vidéos parodiques et de tatouages. Puisqu'il y a notamment ce personnage à gauche qui s'appelle Danny Garcia, qui a proposé de tatouer tous les samedis en fait des symboles de la révolte. Et il a tatoué des centaines de personnes de ces symboles-là. Donc les symboles, là en haut à gauche, vous allez retrouver le pingouin, puisque la réaction des chaînes nationales qui sont tenues par le gouvernement, en fait, c'était au plus fort des contestations. Au lieu de diffuser ce qui se passait dans la rue, ils diffusaient des documentaires sur les pingouins. Donc le pingouin, en fait, en Turquie, est devenu un des symboles de la contestation. En bas à gauche, ben, le masque à gaz, puisque évidemment la police a abusé un petit peu, usé et abusé des gaz lacrymogènes. Et c'était aussi intéressant. Il y a forcément l'arbre qui revient à l'arbre, le masque à gaz, encore une fois. Et on va retrouver aussi la signature de Mustafa Kemal Atatürk, qui est le fondateur de la République démocratique et laïque. Souvent, d'ailleurs, la semaine de l'anniversaire de la victoire des troupes d'Atatürk sur l'armée grecque, les tatoueurs accompagnent une remise de 50%, le tatouage de cette signature, quoi. En fait, en religion, il y a beaucoup de gens qui pensent que se faire tatouer va les mener directement en enfer. Mais en réalité, ce n'est pas interdit dans le Coran, même si c'est déconseillé. De façon générale, toutes les religions, la modification du corps, ce n'est pas quelque chose qui va aller très fort. Il y avait une histoire qui datait d'un petit peu d'une dizaine d'années plus tôt, que m'avait raconté justement Danny Garcia, qui me disait qu'une des personnes s'était fait tatouer un des portraits d'Allah sur l'épaule. 2 jours plus tard, il avait retrouvé pendu sur un arbre un autre exemple. Il y a des motifs en fait ce qu'on appelle des motifs old school, en fait, qui sont des motifs traditionnels. Donc souvent on trouvait des maisons en feu. Et là pour le coup, ça a été détourné. C'était une mosquée en feu. Le Facebook a dû fermer suite à des milliers de menaces de mort en fait par rapport à ça, quoi. De la même façon, là, quand j'étais allé en Thaïlande, les bouddhistes, il existe aussi des extrémistes bouddhistes en fait qui passaient dans les boutiques pour vérifier en fait qu'on ne comment dire qu'on ne faisait pas un usage irréférencieux de Bouddha, quoi. Voilà. Dans l'historique de la démocratisation, alors c'est beaucoup les marins qui ont contribué à ça. C'est qu'on a trouvé vraiment de port en port l'usage du tatouage. C'est une apparition au 19e siècle, hein. Les marins vont de ville en ville. Et le tatouage est aussi une marque, une initiation. Là aussi, c'est un rituel. Pour entrer dans la marine implique souvent en fait, le marquage du corps et l'intégration à une communauté, qu'on va retrouver aussi dans la pègre, la mafia, aussi en Russie. Euh, donc là, c'est déjà très codé. Par exemple, l'hirondelle, hein, qu'on va trouver assez souvent. C'est 5000 miles qui sont navigués, qui à l'époque est très difficile et dangereux. Le 3-mâts, qu'on va retrouver généralement sur le torse, en fait, ça va être du Cap Horn au Chili. Et pour les dissidents, le crucifix qu'on va retrouver tout le dos, c'était pour se prémunir de ne pas se faire fouetter en cas de punition, puisqu'on ne va pas fouetter en fait un symbole religieux. Et tout ça traverse un petit peu les âges. On le retrouve encore dans le tatouage contemporain, hein, dans le tatouage justement ce qu'on appelle old school, où les hirondelles en haut à droite, le 3-mâts là, et le hold fast en fait qui correspond un petit peu au OIS quand on tirait les cordes.
tout simplement. Tatouage dissident, alors on va retrouver, là ça va être vraiment tout un langage qu'on va retrouver essentiellement dans les milieux criminels. C'est un codage symbolique complexe qu'on va retrouver beaucoup en prison russe. Si vous avez l'occasion, regardez il y a 3 livres qui s'appellent Russian Tattoo, où, qui dénotent vraiment, enfin, il y a vraiment l'aspect politique qu'on va retrouver là-dedans. Le tatouage, ça représente vraiment le parcours de la personne qui le porte. C'est un peu son CV, quoi. Pas toujours bien malin d'ailleurs, hein, parce que dans beaucoup d'affaires, on a pu les résoudre parce que ces tatouages avaient justement des sens communs. Euh, sur des exemples, les étoiles sur les épaules indiquent que l'individu est un criminel haut placé. Portée au genou, elle signifie que la personne ne s'agenouillera pas devant la justice. Euh, les médailles de la Croix de fer allemande symbolisent la défiance envers l'autorité soviétique. Les yeux au niveau du bassin peuvent suggérer l'homosexualité du détenu, ou un phare sur l'avant-bras va symboliser la liberté ou l'envie de s'évader. Tout ça, on va le retrouver vraiment jusqu'à la fin des années 70-80, et tout ça contribue vraiment en fait à l'imagerie très négative du tatouage. Le grand public va vraiment le découvrir dans les années 70-80 grâce qu'on appelle les freak shows, hein, un petit peu les forains. Ça commence vraiment aux États-Unis, en Europe, hein, où le public découvre les hommes toiles entre le 19e et le 20e siècle. Donc, le public est fasciné par ces personnages. L'un des plus connus, ça va être George Constantinus, alias The Tattooed Man. Donc, la légende dirait qu'il avait 380 tatouages. Il se présentait comme un noble grec de l'Empire ottoman. Et il racontait sa captivité chez la Tartare chinois. Il aurait été tatoué de force pendant 3 mois. Bon, 380 tatouages en 3 mois, ça semble, même contraint, ça semble quand même un petit peu fort. Mais là, on va avoir vraiment un premier basculement, puisque c'est vraiment ces personnes-là qui vont influencer tous les tatoueurs du début du XXe siècle. C'est aussi un aspect qui a traversé les âges, puisqu'il y en a beaucoup qui ont fait de leur corps une performance du tatouage. Euh, alors dans les années 70, on a vraiment une culture masculine assez machiste, populaire et dissidente. Pour se faire tatouer à l'époque, on va aller chez le tatoueur et on va passer sur des planches flash. Donc les planches flash, c'est tout simplement des motifs qui sont affichés au mur. Et c'est que au début des années de build qu'on va découvrir le custom tattoo. Donc c'est-à-dire du tatouage un petit peu sur commande, où la personne va discuter de ses envies, et le tatouage, les artistes tatoueurs vont créer des motifs un peu plus proches des envies en fait des personnes qui vont se faire là, quoi. Des années 80 aujourd'hui, les facteurs de la démocratisation, c'est à partir de 72 en réalité, en fait, ou dans des médias influents comme Life Magazine qui parlent d'un retour à la mode du tatouage. Et sur les raisons de la démocratisation, bah, ça va être beaucoup la visibilité. On va retrouver dans les séries, les acteurs de foot. Tout en haut à gauche, je vous parlais des sakyans, en fait, des tatouages sacrés en Thaïlande. Ben, Angelina Jolie s'est fait tatouer un sakyant justement dans le temple du Wat Bang Phra, en fait, et ça a permis de faire un peu découvrir cette culture un peu plus largement. Mais le point le point de démocratisation, ça va être vraiment en 81 avec MTV. Donc cette visibilité euh, a vraiment commencé là, quoi. Il y avait notamment un tatoueur qui racontait dans un documentaire de Vice en fait que lorsque les clips musicaux défilaient, il mettait dans son carnet un trait chaque fois qu'il voyait un tatouage, qu'on ne voyait jamais en fait à la télévision, et que au bout de 2-3 heures en fait, ben, la page de son carnet était remplie, quoi.
Euh, un des symboles de la démocratisation, c'est aussi l'arrivée dans la mode, puisque la mode a quand même vraiment, depuis toujours, un peu utilisé des subcultures, que ce soit le hip-hop, tous les usages en fait qu'on peut retrouver dans la rue. Là, par exemple, c'est Rick Genest, aka Zombie Boy, hein, qui a défilé pour Thierry Mugler, notamment. On l'a vu également dans les clips de Lady Gaga. Et c'est les premières fois aussi qu'on voit des personnes intégralement tatouées. Euh, Kate Von D, une tatoueuse aussi, en fait, qui est l'égérie de Sephora. Donc, c'est aussi des influenceurs et des influenceuses. C'est-à-dire qu'elle a eu un contrat il y a quelques années avec Sephora et qu'elle exigeait ses produits. Et effectivement, Sephora voyait directement, en fait, l'augmentation de ses ventes sur des produits quand Kate Von D en faisait la promotion via son Instagram ou sur les réseaux sociaux, quoi. Quelques chiffres. Alors, il n'y a pas de chiffres plus récents que 2018, donc c'est une source IFOP. 18% de la population tatouée contre 10% en 2010 et 14% en 2017. Les adeptes vont être surtout des jeunes adultes, 29% chez les moins de 35 ans. 55% considèrent que le tatouage est un art. Chez les 18-24 ans, ils sont 80% à le penser. Sur le nombre de boutiques de tatouage, on comptait 20 boutiques en France en 1980. Il y en a un peu plus de 5000 en 2018. Je pense qu'on doit être bien au-delà en 2020, même si ça s'est un petit peu tassé. Les événements où on pouvait découvrir le tatouage, c'était beaucoup les conventions. 2010, il y avait 5 conventions, il y en a plus de 60 en France en 2017. Un autre événement, le mondial du tatouage, une des plus grosses conventions mondiales, ramène 30 000 visiteurs par jour en 2018. Et l'exposition Tatoueur tatoué au Quai Branly a quand même attiré plus de 700 000 visiteurs, quoi. Pour comparaison, en 2015, aux USA, il y a 31% de la population qui est tatouée, donc une personne sur 3. Là, aujourd'hui, on est en France et en Europe à peu près une personne sur 5. Donc, quand une personne sur 5 est tatouée, c'est sûr que le côté justement dissident, de voir se démarquer, a été peut-être un peu plus perdu. Mais c'est intéressant justement de voir comment une image extrêmement négative en fait, qu'on avait encore il y a 20 ans, s'est vraiment démocratisée. Et surtout chez les jeunes adultes et chez les adolescents. L'emplacement et les visibilités, alors c'est une petite illustration humoristique qu'on trouve dans le tatouage, mais c'est vrai que c'est beaucoup ça. C'est-à-dire que moi, mes premières conventions que j'ai pu faire il y a 10 ans, on ne trouvait personne qui se faisait tatouer une main ou un cou. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup, les zones visibles sont beaucoup plus apparentes et on va commencer des fois par une zone apparente et une zone visible plutôt que par une zone cachée, quoi. Il y a aussi quelque chose qui a beaucoup joué, c'est la féminisation du tatouage. Il y a beaucoup plus de femmes tatouées. Ça a été aussi une nouvelle clientèle. Il y a eu beaucoup plus de tatoueuses, donc c'était pas forcément évident en fait pour une femme ou une jeune femme en fait de passer le shop et d'ouvrir une boutique, de passer la porte et d'avoir, je sais pas, quelque chose des gros mecs tatoués un peu bikers. Donc le fait qu'il y ait aussi beaucoup plus de tatoueuses a ramené beaucoup plus de personnes. En 2018, il y a 20% de femmes tatouées contre 16% chez les hommes, quoi. Et je termine juste avec ça. C'est un petit projet qui a été fait l'année dernière en fait par les services civiques de la maison des ados et des adolescents, où elle leur avait demandé qu'est-ce que ça évoquait pour eux les tatouages dans le public 12-25 ans, et quelques phrases justement qui ont été sorties de ce projet-là. Donc le tatouage est un péché dans ma religion. Le tatouage est une manière de montrer ma singularité et les aspects de ma personnalité. Il y a aussi l'aspect liberté.
Chacun est libre de faire ce qu'il veut, tout dépend de sa philosophie de vie. Euh, mais voilà. Donc voilà, c'était beaucoup d'historique, déjà beaucoup de choses. On va pouvoir peut-être un petit peu plus parler dans la deuxième partie de l'usage chez les adolescents et aussi des pratiques, puisque Lily et Kevin ont vu passer pas mal d'adolescents et de jeunes adultes dans leur boutique et de voir qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui. Hélène, je te repasse la parole. Est-ce que vous voulez faire une petite pause de 10 minutes, 15 minutes Oui, on peut éventuellement faire une petite pause de 10-15 minutes et puis on se retrouve pour 4h moins 20, moins le quart. On Ouais, peut très bien. envisager. Et si vous avez, je ne sais pas si vous voulez commencer un petit peu sur quelques échanges sur tout ça à notre tour. Mhm. Et voilà, Éventuellement, s'il y a des questions au retour, on y répondra. très bien. Eh bien, tout à l'heure. Pas d'opposition. À tout à l'heure alors. À toutes, bonne pause. Donc, il y avait une autre question aussi de Uroki. Le tatouage peut être le marquage d'une histoire à l'adolescence, cela peut-il être un risque? Ou est-ce que ça peut avoir un sens thérapeutique? J'en parlerai tout à l'heure. Je ne vais pas forcément y répondre tout de suite. Je pense que Lily et Kevin en parleront un petit peu mieux que moi par rapport au public qui passe en boutique. Mais j'ai vu assez régulièrement des adolescents ou des adolescentes en fait qui, dès leurs 15 ans, 16 ans, voulaient vraiment un tatouage et le jour de leurs 18 ans, en fait, sont venus se faire, se faire tatouer. Après, sur le risque, je ne sais pas si on parle d'un risque de le regretter ou bien d'un autre type de risque, peut-être à préciser. Après, de toute façon, on sait, c'était une étude aussi là, qui était dans les chiffres IFOP, c'est 40% des personnes regrettent au moins un de leurs tatouages, quoi. Donc, bon, après, il y a des solutions, hein. Il y a le retrait laser, donc, qui est, bon, par contre, très douloureux et extrêmement onéreux. Il faut passer par une séance chez un dermatologue, hein. Et généralement, pour une pièce moyenne, il faut une dizaine de séances. Et après, il y a ce que parlait Lily, le cover, donc le recouvrement. Mais en fait, quand on fait un recouvrement, généralement, il faut savoir que il faut au moins compter le double d'espace pour faire un recouvrement à peu près correct, quoi. Donc, je ne sais pas comment était ciblée la question, justement, c'est de savoir quel était le risque, mais je sais que dans mon passage, que ce soit par les ateliers photographiques autour du tatouage, il y a vraiment quelque chose de thérapeutique. C'est que même s'ils ne sont pas forcément visibles, les tatouages, c'est aussi des points d'entrée, de discussion. Alors, ça peut être quelque chose de très intime, mais de toute façon, un tatouage, spécialement les premiers, on ne va pas forcément le faire sur un coup de tête. C'est quelque chose qui va être un petit peu réfléchi, alors qu'on peut, qui n'aura pas la même signification avec le temps. Je sais que pour beaucoup de personnes, ça va être le marquage d'un chapitre. Mais finalement, avec le recul, c'est des chapitres qui font partie de la personne, qui ont formé un petit peu les personnes, et que les regrets, il peut y en avoir, hein, c'est certain, mais que souvent, c'est de se marquer dans la peau, hein, de toute façon, c'est dans le terme, ça a toujours, toujours un sens, quoi. Je ne sais pas si
Noémie et Kevin, vous voulez compléter? Je pense que oui, et le risque de regretter, en fait, je pense que c'est lié au fait de pas assumer complètement, en fait, de pas forcément s'assumer complètement. Les choses qu'on fait aujourd'hui seront peut-être pas les mêmes demain. On a fait par le passé, il y a des choses bien, des choses moins bien, etc. Et du coup, renier ça, en effet, ça peut créer un mal-être, un rejet et voire une fixette sur le piercing ou le tatouage qu'on veut à tout prix enlever. Après, c'est autre chose, mais je pense que de pousser une personne comme le jeune qui a du mal à s'exprimer ou à être bien dans son corps, etc., le pousser à s'assumer, il aura peut-être moins de chances dans quelques années de regretter son tatouage qu'il a fait parce que ça lui rappellera des mauvaises choses, alors que, alors que tout peut être transformé en quelque chose de bien pour le futur. En tout cas, pour compléter, savoir si ça peut avoir un sens thérapeutique, oui, certainement. Enfin, on rencontre beaucoup de personnes qui prennent vraiment confiance après le tatouage. Plein de personnes qui étaient plutôt déstabilisées, qui, après le tatouage, en fait, bah, sont peut-être un peu plus fiers de leur corps. Pareil, je vous laisserai un petit peu compléter, mais je pense que vous avez vu des personnes qui ont pu venir plusieurs fois se faire tatouer en boutique, même que j'ai rencontré, que je connais de chez vous, en fait, même jeunes, plutôt jeunes adultes, en fait, chez qui ça a changé quelque chose dans la personnalité, quoi. Même au niveau du piercing, on peut le voir assez fréquemment, des jeunes qui, au départ, ne se sentent pas forcément bien, passent la barrière physique du corps, et puis repartent avec des choses assez chouettes. Et puis on les revoit quelques mois plus tard pour d'autres projets. Et on voit que la personne qui était peut-être un petit peu plus introvertie s'exprime mieux, s'exprime plus, parle plus et s'ouvre complètement, quoi. Puis devient peut-être parfois plus créative ou voilà, s'insère mieux socialement ou ça peut être plein d'exemples différents. Et, c'est vrai qu'on voit surtout le côté physique. Parce que le fait d'embellir son corps, quelque part, c'est une gratification de soi, donc une gratification physique et donc du coup psychique. On se sent mieux, on se sent plus beau avec une décoration. Du coup, on prend confiance en soi parce qu'on a passé un acte, une sensation. Et donc, du coup, on est arrivé à passer à ça. On accepte mieux aussi. Donc, on accepte mieux des choses qui nous font nous, en fait. Ça peut être sur des traits de personnalité, des choses comme ça. Mais en tout cas, on a peut-être fait un effort à un moment donné pour mieux s'accepter. Donc, il y a Nathalie aussi qui marque actuellement, nous en tant que travailleurs sociaux dans les établissements scolaires, avons plutôt tendance à identifier les scarifications comme un signe de mal-être. Et bien là aussi, j'en parlerai tout à l'heure. Je me permettais de répondre à cette question tout à l'heure. Et Euseb qui marque ce qui est toutefois à prendre en compte, c'est l'âge à laquelle les scarifications sont pratiquées. L'adolescence n'est pas un âge neutre. La question de l'âge, peut-être allez-vous en parler un petit peu ou pas du tout? La question de la... Et par rapport peut-être à travers le consentement de la personne, est-ce que voilà, une question d'âge, ouais. Oui, on peut en parler dans la partie législation. Ça dépend de quel type de scarification est-ce qu'on parle. C'est vrai qu'il y a différentes, pour moi, il y a quand même différentes catégories, histoire de situer un petit peu les choses. L'âge à laquel les scarifications sont pratiquées, de quel type de scarification est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle d'un jeune qui va le lui, après s'être disputé avec ses parents ou pas d'ailleurs? Est-ce que ça peut être
client ou quelqu'un qui vient demander l'expertise d'un professionnel pour réaliser une clarification pour lui. C'est des types de motivations, je pense, différentes, qui peuvent se rejoindre sur certains points, mais qui sont vraiment différentes. Donc, c'est vraiment propre à chacun, quoi. Je pense que ce que je comprends dans cette question, ou en tout cas dans cette remarque, c'est que ce qui a été fait à l'adolescence devrait être effacé par la suite. En fait. Là où moi je le vois pas forcément comme ça, je pense que les marques qu'on peut se faire à l'adolescence, volontairement pour exprimer un mal-être ou pour se sentir mieux ou peu importe les raisons, pas forcément être effacées, passées à l'âge adulte, mais font partie de la construction d'une personne et de ce qu'elle est vraiment, quoi. Donc, plutôt que justement de porter un regard où tu as fait quelque chose de mal et donc du coup ça va te porter préjudice par la suite et donc soit il va falloir le retirer, soit il va falloir que tu vives avec la culpabilité. Donc pas forcément une bonne approche, mais plutôt de pousser la personne à assumer ce qu'elle a fait dans le moment présent pour diverses raisons et de le transformer pour quelque chose de plus positif pour la suite. Soit en le cachant, soit en faisant un tatouage sur lequel ou faire une autre scarification de façon plus professionnelle, histoire de rattraper un petit peu le. Mhm. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Est-ce qu'on peut passer à la troisième intervention, pardon. Moi, j'aimerais bien intervenir. Voilà, donc je m'appelle Fanny, je suis éducatrice dans une maison des ados dans le 58, donc dans la Nièvre. On travaille auprès du public 11-25 ans, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et voilà, la majorité de nos consultations, en grande partie, voilà, sont axées sur des scarifications. Et ce qu'on entend dans le discours des jeunes, c'est vraiment ce passage à l'acte physique, car psychiquement, ils n'ont pas forcément des solutions qui vont en face. Il y a un mal-être psychique et du coup, voilà, ils vont passer à l'acte physiquement parce que parfois, la douleur physique, elle est plus palpable, elle est plus entendable, elle est plus visible et plus acceptée peut-être par voilà, le conventionnel, quoi. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on… Sauf que la douleur psychologique, d'autant plus à l'adolescence où on appréhende ses émotions, voilà, on capte un peu ce qui se passe dans nos émotions, on n'a pas toutes les ressources pour les gérer aussi. Du coup, voilà, on se sent un petit peu seul et du coup, voilà, ce passage à l'acte physique. Du coup, moi, ce qui me questionne, enfin, en tout cas, c'est sur ces jeunes, en tout cas les mineurs, ils pratiquent les scarifications, mais seuls, sans accompagnement. À l'inverse, peut-être de jeunes que vous pouvez rencontrer dans les salons où voilà, vous êtes des professionnels, vous êtes calés, vous pouvez les rassurer, niveau hygiène, tout est nickel. On sent vraiment, en fait, dans la pratique des scarifications à l'adolescence, un isolement, en fait, aussi dans l'acte. Quand on a parlé un petit peu de, voilà, des origines des scarifications, on voit bien que c'est des pratiques qui étaient accompagnées par la famille, il y avait une solidarité, il y avait une veille en fait sur la suite, sur l'avant, sur l'après, sur la cicatrisation, tout ça. Et ouais, moi ce qui m'interpelle, c'est en fait le mal-être de certains jeunes qui pratiquent la scarification et qui sont seuls en fait. Voilà. C'est juste ce que je voulais rajouter et partager avec vous. Ouais. Après, il y a ce rapport au sang aussi qui peut être vu de différentes manières. Déjà, à l'adolescence, il y a certainement un trop-plein d'émotions qu'on n'arrive pas forcément à expliquer parce que certainement pour ces personnes-là, il peut y avoir un brouillard, donc de passer par la parole, ça reste difficile de mettre des mots sur ce qu'on ressent.
Donc peut-être que c'est finalement beaucoup plus facile de s'exprimer à même le corps. Et puis ce rapport au sang qui a été très tabou, enfin, qui est toujours d'ailleurs, alors que justement dans des cultures plus éloignées, on n'a pas du tout ce tabou du sang. Bien au contraire, le sang est libérateur, bien souvent, ou fait partie d'une force. Par exemple, avant un combat, on va se scarifier pour dire que le sang a coulé. Donc, du coup, on a cette force-là qu'on a en nous parce qu'on a été capable aussi de dépasser un acte, de dépasser la vue du sang, tout ça. Et oui, c'est très plus sacralisé finalement, alors que chez nous, c'est plutôt diabolisé. Dans le ressenti. Ça participe en effet dans la reclusion des gens, des personnes qui pratiquent la scarification pour un mal à la tête. Le fait d'avoir peur de se faire un peu juger derrière ou que ce soit pas accepté, qu'on ne comprenne pas forcément, de se faire discuter ou peu importe, qu'on l'amène chez le psychologue parce que ça va pas. Ça accroît encore plus cette sensation de mal-être et cette confusion qu'on peut vivre à ce moment-là de notre vie. Clairement, oui, il y a cette volonté de communiquer avec le corps, de communiquer en le transperçant, en faisant un acte peut-être qui peut être choquant pour les autres, d'attirer l'attention dessus, etc. Oui, ça peut être une façon de communiquer des choses qu'on n'arrive pas à communiquer autrement. Et puis il y a des choses où on teste des choses sur le corps à l'adolescence. Il y a aussi la question de la sexualité, par exemple. On va tester beaucoup de choses, donc peut-être que c'est aussi un moyen de découvrir son corps autrement. Alors après, je ne sais pas quelles sont les demandes, entre guillemets, ou quand on vous sollicite, est-ce que ça dure depuis longtemps? Est-ce que ça peut être quantifié dans le temps? Ou au contraire, c'est des actes très brefs, puis ça se par passer, ça prenne place. Alors, non, je plaisante. Mais non, c'est vrai que c'est une question qui est très intéressante. En tout cas, merci d'avoir souligné tout ça. Et bien, du coup, on va peut-être vous laisser la parole, Kevin et Lily. Donc là, on va poursuivre avec l'aspect législatif, je crois, et hygiène de notre profession. Il me semble qu'on en était là, sinon. Oui, c'est ça. Oui. Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que notre métier de perceur est soumis à une réglementation. Donc, c'est la formation hygiène et salubrité, donc, qui est régie par un décret qui est sorti en 2018. 2008, pardon. 10 ans d'avance. Voilà, donc on va dire qu'il y a un genre de tronc commun à notre profession. Donc pour en tout cas avoir un salon et être considéré comme professionnel, on doit passer 4 ministères. Du coup, suite à ça, on peut pratiquer de manière légale. Le tatouage. Ça pratique comme le maquillage permanent, ouais, qui est obligatoire pour pratiquer. ou autre virus. Voilà. Après, c'est une formation qui est plutôt générale.
De toute façon, en 4 jours, le but n'est pas de nous apprendre à appréhender des actes de piercing ou de tatouage, c'est vraiment plutôt axé vraiment sur l'hygiène, sur les protocoles à mettre en place pour être dans la légalité. À cela, on peut y ajouter, en tout cas, nous, pour le piercing, on a des formations, on va dire autres, qui ne sont pas forcément reconnues par l'État, mais c'est des modules complémentaires si on souhaite pousser un peu les choses, notamment sur les matériaux, la stérilisation, les cadres légaux également, en fonction de chaque pays, puisqu'on peut aussi avoir des intervenants qui viennent de... partout. Ça, c'est vraiment à l'initiative d'associations où on va avoir des choses un peu vieilles, hein, comme disait Lily. Donc, ça a été créé en 2008. Depuis, on a fait quand même pas mal d'avancées. On sait que certaines choses marchent, certaines choses marchent moins bien, certaines choses sont vraiment obligées, importantes, et d'autres beaucoup moins. Voilà. Mais voilà, dans toutes les boutiques aujourd'hui, on va quand même pouvoir trouver un cadre relativement propre. Après, le fait qu'il manque, ou en tout cas qu'il n'y ait pas de formation pour l'acte du tatouage ou du piercing qui soit reconnu par l'État comme bonne pratique ou mauvaise pratique, etc., veut dire que la personne qui va vouloir passer le pas d'un salon va devoir quand même faire des recherches, regarder, alors se baser sur son instinct, mais aussi sur les avis des gens, sur son ressenti lors d'une visite dans le studio, etc. Et regarder les portfolios des professionnels qui sont dans ce studio, histoire de savoir où est-ce qu'elle met les pieds. Donc ça ouvre la porte aussi à des bonnes ou des mauvaises pratiques selon notre capacité de jugement et tout ça, quoi. Donc dans notre protocole d'hygiène, ce qui est réglementé par le décret, ça va être finalement d'avoir, donc comme disait Kevin, de limiter les contaminations croisées, donc ce qui signifie utiliser, enfin, en tout cas la bonne utilité, le bon usage du matériel médical qu'on a à disposition. Donc ça peut passer par des gants, qu'ils soient stériles ou non, des aiguilles, la stérilité aussi des choses. Ça, c'est des choses qui sont notées dans le décret, hein, donc bien sûr, ça fait partie des bonnes pratiques d'un salon de tatouage et de piercing. Donc après, encore une fois, ça c'est des choses qui actuellement dans toutes les boutiques, on peut voir que les choses sont assez suivies quand même. Tout le monde est plutôt harmonisé sur les techniques, enfin sur tout ce qui est hygiène. Après, il y a quelques petites nuances voilà, en fonction de l'éthique des salons. Il y a aussi finalement des protocoles médicaux qui sont, on va dire, plus poussés sur certains actes, notamment par exemple pour la pratique du piercing. Quand on va insérer une prothèse, nous, on se doit d'utiliser du matériel donc stérile évidemment, avec donc du coup l'utilisation de gants stériles, par exemple, qu'un tatoueur n'utilisera pas forcément. Voilà, donc il y a des petites nuances comme ça en fonction des professions, mais de manière globale, on est sur des protocoles assez clairs quand même. Tu veux rajouter quelque chose sur l'hygiène? Non, pas vraiment. Sur l'hygiène, non, ça va. Il y a d'autres choses Non, pas sur les vraiment. matériaux peut-être? Je sais pas si c'est bien dedans, non. Non, rien. Ok. Non, ça va. Très bien.
On continue alors. Ouais. Livre scolaire. La prise de rendez-vous, tout ça. Ouais. C'est quoi la suite? Si on va peut-être parler maintenant des matériaux qu'on peut utiliser, qu'on peut trouver, en tout cas pour notre profession, pour le piercing. Donc nous, on va utiliser des matériaux de grade implantable pour l'implantation. Donc que ce soit du titanium de grade implantable, donc il y a des petites nuances sur le polissage du bijou par exemple. Donc on a un tronc commun sur l'implantation d'un matériau. Ensuite, il va y avoir des nuances dans la finition de celui-ci, sur l'alliage en question. Donc là, il y a des connaissances à avoir. Là, le décret qui est en place, en fait, se base beaucoup sur les allergies. Donc aujourd'hui, il est quand même très rare dans un salon de piercing d'avoir une vraie allergie à un matériau. En tout cas, quand on se fait percer, normalement, si le perceur ne fait pas n'importe quoi. Je voudrais juste ajouter quelque chose. En fait, par rapport au décret, on nous soumet à une législation sur l'utilisation du nickel, la proportion du nickel dans les alliages. Ah pardon, je t'ai coupé du coup. Non, donc on en venait à la même chose. Okay. Du coup, voilà, c'était principalement donc, sur le nickel, donc pour éviter les allergies. Un matériau sans nickel, ça ne veut pas dire forcément qu'il est implantable comme un implant médical. Ça veut juste dire qu'il va être assez inerte dans le corps pour ne pas créer d'allergie, et donc on va l'appeler hypoallergénique. C'est le cas de ce qu'on va appeler l'acier chirurgical, qu'on peut voir souvent noté et tout ça. On a depuis quelques années assez de recul pour savoir que certains matériaux sont utilisés temporairement ou de façon permanente dans le corps, mais peuvent potentiellement apporter des soucis. Donc maintenant, je tends à penser que un plus grand nombre de professionnels visent à avoir des bijoux vraiment certifiés avec de vraies certifications médicales, et ne pas avoir quelque chose qui passe juste une norme européenne, en gros, pour éviter les allergies. Donc là, on va pouvoir travailler avec des fabricants qui nous garantissent la sécurité du matériau qu'on va implanter, qui nous fournissent une vraie transparence, donc des certificats, des choses comme ça, sans rechigner. Suite à ça, ça amène aussi un tarif qui peut être plus élevé que ce qu'on a pu voir jusque-là, ce qui montre aussi, en tout cas, ce qui pousse le professionnel à mieux accueillir la personne dans ses locaux, ou à mettre en œuvre des protocoles ou suivre des formations continues, notamment des conférences, etc., pour s'améliorer, pour éviter de faire n'importe quoi, et apporter plus de sécurité au client ou à la personne qui vient le voir. Donc ça peut être aussi un critère pour une personne voulant se faire percer, de regarder quels bijoux sont posés dans l'établissement, avec quoi on travaille, d'aller poser des questions et de voir comment on est reçu, quoi. Voilà, toutes ces choses-là sont basées sur une association de perceurs qui a été créée aux États-Unis, l'association des perceurs professionnels. Donc après, on applique un peu les mêmes standards ici pour pas mal de nos confrères en France ou en Europe. Il y a des petites subtilités parce qu'on est quand même soumis à la loi française, mais en tout cas, sur la globalité des choses, on tend vers le plus sûr et le plus simple possible pour les clients. Ouais, c'est un petit peu tout pour les matériaux. Je vais devoir vous demander d'accélérer un petit peu, parce qu'il est 16h22. On est pas mal, hein. Vous êtes pas mal? Parfait, ouais. Ouais, parler. Alors, il y avait le côté, voilà, législation, je ne sais pas. Je vais parler un petit peu des accompagnants, notamment, et aussi du consentement, puisqu'on est obligé de faire remplir un contrat de consentement, justement, un contrat de complaisance, qui
qui est réalisé entre la boutique, le studio et le client. Ça, du coup, c'est une obligation légale. On est obligé de faire cette traçabilité du matériel qu'on a utilisé sur la personne. On a pour obligation de recueillir son consentement et voilà, pour prouver qu'on ne l'a pas forcé et pas Et puis, percé sous la contrainte. c'est un consentement qui engage deux parties aussi. Donc, du coup, nous aussi, on s'engage à percer une personne qui est elle-même consentante. On pose un certain nombre de questions sur l'état général de la personne. Et si on peut éventuellement déceler des choses qui pourraient empêcher l'acte du piercing, tout du moins temporairement peut-être, on peut peut-être demander des avis médicaux ou ce genre de choses s'il y a par exemple l'utilisation d'un traitement où on n'est pas tout à fait sûr ou un problème dermatologique qu'on n'arriverait pas à identifier. Ça, c'est quelque chose d'assez important pour nous de vérifier que la personne est de manière globale en bonne santé. Encore plus avec la crise sanitaire d'aujourd'hui, puisque là, on a tout de suite, désormais, on fonctionne donc uniquement sur rendez-vous. Dans la majorité des boutiques, c'est le cas. Bon, là, on est confiné, certes, mais en tout cas, avant confinement, c'était comme ça que ça se passait. Donc, ce qui nous permet de recevoir une personne à la fois. Et puis de valider avec elle qu'elle n'a pas été en contact, qu'elle n'est pas personne contact ou en tout cas qu'elle n'est pas porteuse des symptômes Covid. Donc nous, on fonctionne sur rendez-vous en ligne. Donc voilà, il y a une petite vérification. Voilà. Avant, en tout cas, il y a des petites questions à poser. Et puis après, le contrat de consentement en tant que tel se remplit en boutique. Donc, il y a le consentement aussi du professionnel de réaliser ou non quelque chose, puisque évidemment, même plus on veut faire quelque chose de positif et un travail de bonne qualité, on se voit aussi parfois dans l'obligation de refuser certains piercings ou certaines procédures parce que anatomiquement ça ne marchera pas ou que psychologiquement on voit aussi certaines personnes qui viennent et qui veulent tout acheter sans trop savoir où ils partent, ni même dans quoi ils se lancent et veulent faire un piercing super compliqué à cicatriser en un claquement de doigts, quoi. Donc voilà, ces personnes-là, personnellement, je refuse et je pousse les personnes à réfléchir à leur investissement qu'ils vont avoir vis-à-vis de ça avant de se lancer, quoi. C'est pour ça que la question du temps est quand même assez importante chez nous. On essaie d'octroyer un maximum de temps à la parole, justement, pour pouvoir bien préparer l'acte, qu'il soit réalisé ou non, du coup, pour communiquer avant tout et connaître les motivations, le résultat escompté. Voilà. Le côté ritualisé est un peu passé maintenant avec le Covid. Parce que moi, personnellement, j'ai toujours bien aimé avoir des accompagnants avec le perceur, enfin avec le client, avec le percé. Je sais que certains de mes collègues n'aiment pas, ils trouvent que la concentration peut être portée ailleurs et ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations que je ne savais pas forcément gérer à cause de ça. Mais avec le temps, j'ai pu voir vraiment un côté participatif et une bonne cohésion en fait entre la personne qui se fait percer et l'accompagnant qui va être à côté, lui tenir la main ou juste être là à discuter. Mais il y a vraiment du coup pour le coup un côté rituel de groupe qui va se passer entre 2 ou 3 personnes où la personne n'est plus toute seule dans sa peur. Voilà. Je pense qu'on est bon. Je pense que c'était à peu près tout. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures, mais... C'est ça. Non. Super. Bon. Eh bien, merci Lily et Kevin pour votre intervention. Donc, du coup, je vais enchaîner avec ma petite présentation.